sur la société anarchiste. Conversation avec Peter G. Noam Chomsky. Il a été linguiste, philosophe, politologue et activiste américain. Professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology. Sur la société anarchiste. Conversation avec Peter G. Peter G. Professeur Chomsky. Pour commencer, peut-être serait-il préférable que vous essayiez de nous dire ce qu'il ne faut pas comprendre par anarchisme. Le mot anarchie, comme on le sait, vient du grec et signifie littéralement sans gouvernement, mais je suppose que ceux qui parlent d'anarchie ou d'anarchisme en tant que système de philosophie politique ne signifient pas simplement qu'ils sont en faveur de commencer le 19 janvier, l'année prochaine, disons, tout gouvernement tel que nous le comprenons aujourd'hui cessera subitement d'exister et qu'il n'y aura plus de police ou de code de la route, de lois ou de collecteurs d'impôts, ni même de services postaux, téléphoniques et télégraphiques, etc. J'imagine qu'avec ces mots ils comprennent quelque chose de plus compliqué que tout cela. Chomsky, eh bien, comprenons-nous, je dis oui à certaines de vos questions et non à d'autres. Très probablement, les défenseurs de l'anarchie ou de l'anarchisme sont en faveur de l'absence de police, mais pas qu'il devrait se passer des règles de circulation. Je voudrais commencer par dire que le terme anarchisme englobe un grand nombre d'idées politiques et que je préfère le comprendre comme la gauche de tout mouvement libertaire. À partir de ces positions, on pourrait concevoir l'anarchisme comme une sorte de socialisme volontaire, c'est-à-dire, comme un socialisme libertaire, ou comme anarcho-syndicalisme, ou comme un communisme libertaire ou anarchisme communiste, selon la tradition de Bakounine, Kropotkin et autres. Ces deux grands penseurs ont proposé une forme de société hautement organisée, bien qu'organisée sur la base d'unités organiques ou de communautés organiques. Généralement, par ces deux expressions, ils entendaient l'atelier et le quartier, et de ce couple d'unités organiques découlait, par des accords fédéraux, une organisation sociale fortement intégrée qui pouvait avoir une portée nationale et internationale. Toute décision, à tous les niveaux, devrait être prise à la majorité sur le terrain et tous les délégués représentant chaque communauté organique doivent en faire partie et doivent en provenir, à laquelle ils doivent revenir et dans laquelle, en fait, ils directent. Peter G. Ce n'est donc pas une société où il n'y a littéralement pas de gouvernement, mais plutôt une société où la direction principale de l'autorité vient d'en bas. Contrairement aux démocraties représentatives telles que celles qui existent aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui adoptent une forme d'autorité descendante, bien qu'en dernier ressort les électeurs décident. Chomsky, que la démocratie représentative américaine ou britannique soit critiquée par un anarchiste pour deux raisons. Premièrement, parce qu'un monopole du pouvoir centralisé s'exerce dans l'État et, deuxièmement, de manière critique, parce que la démocratie représentative se limite au domaine politique sans étendre son caractère au domaine économique. Les anarchistes de la tradition à laquelle nous faisons allusion ont toujours cru que le contrôle de sa vie productive est la condition sine qua non de toute véritable libération humaine, voire de toute pratique démocratique significative. En d'autres termes, tant qu'il y aura des citoyens obligés de louer sur le marché du travail ceux qui sont intéressés à les employer pour leurs entreprises, tant que la fonction du producteur se limitera à être un outil subordonné, il y aura des éléments coercitifs et oppressifs franchement scandaleux qui n'invitent pas beaucoup moins à parler dans de telles conditions de démocratie, si cela a encore du sens. Peter G. L'histoire donne-t-elle des exemples durables et d'une échelle quelque peu substantielle de sociétés qui se sont approchées de l'idéal anarchiste? Chomsky, oui, il y a eu des sociétés quantitativement petites qui, je pense, ont assez bien réussi à réaliser cet idéal, mis à part le fait que l'histoire donne des exemples de révolutions libertaires à grande échelle avec une structure principalement anarchiste. Mais pour en revenir au premier, je crois personnellement que l'exemple peut-être le plus dramatique est celui des kibbutzim israéliens, qui pendant longtemps ont été vraiment gouvernés par des principes anarchistes, c'est-à-dire l'autogestion, le contrôle direct des ouvriers dans la gestion de l'entreprise, l'intégration de l'agriculture, de l'industrie et des services, ainsi que la participation personnelle et la fourniture à l'autonomie. J'ose dire qu'ils ont eu un succès extraordinaire dans presque toutes les mesures qui ont dû être imposées. Mais sûrement ces kibbutzim étaient, et sont toujours, encadrés dans le cadre d'un État traditionnel qui leur garantit une certaine stabilité fondamentale. Chomsky, il n'en a pas toujours été ainsi. L'histoire des kibbutzim est assez intéressante à cet égard. Ce n'est que depuis 1948 qu'ils sont adaptés au rouage d'un État conventionnel.
Auparavant, il n'obéissait qu'aux impératifs d'une enclave coloniale et, en réalité, il y avait une société sous-jacente, majoritairement coopérative, qui en fait ne faisait pas partie du système suprastructural du mandat britannique, mais fonctionnait plutôt subrepticement en dehors du cadre de ce mandat. Et même dans une certaine mesure, cette société coopérative a survécu à la fondation de l'État d'Israël, mais naturellement elle a fini par en faire partie, perdant ainsi, à mon avis, une grande partie de son caractère socialiste libertaire dans la région d'Israël. Les kibbutzim israéliens, car du processus politique qu'a entraîné la fondation même d'une nation, en plus d'autres processus entraînés par l'histoire de la région dans sa conjoncture internationale qu'il n'y a pas lieu d'aborder ici. Cependant, en tant qu'institution socialiste libertaire fonctionnelle, je pense que les kibbutzim israéliens peuvent passer pour un modèle intéressant et très approprié pour les sociétés industrielles avancées dans la mesure où d'autres exemples existants dans le passé ne le sont pas. Un bon exemple d'une véritable révolution anarchiste à grande échelle, en fait le meilleur exemple que je connaisse, est celui de la Révolution espagnole de 1936, au cours de laquelle, et dans la majeure partie de l'Espagne républicaine, une révolution anarchiste, ou éminemment inspirée par, a pris lieu. Dans l'anarchisme, qui comprenait à la fois l'organisation de l'agriculture et de l'industrie dans des proportions considérables, s'étant encore développé d'une manière qui, du moins vue de l'extérieur, donne toute impression de spontanéité. Mais si l'on cherche ses racines les plus profondes et ses origines, on se rend compte que ce résultat est dû à quelques 3 générations de militants dévoués qui s'organisent, expérimentent, pensent et travaillent sans cesse pour répandre les idées anarchistes parmi de vastes couches de la population dans cette région éminemment pré-société industrielle, bien que pas tout à fait pré-industrielle. Cette expérience fut également très réussie, tant du point de vue des conditions humaines que des mesures économiques. Cela signifie que la production a continué son cours avec encore plus d'efficacité, les ouvriers agricoles et d'usines se sont révélés parfaitement capables de gérer les choses et de se gérer eux-mêmes sans aucune pression d'en haut, contrairement à ce qu'avaient imaginé de nombreux socialistes, communistes, libéraux et autres citoyens de l'Espagne républicaine, sans parler de la République espagnole. Et, franchement, qui sait quel jeu cette expérience aurait pu donner pour le bien-être et la liberté du monde. Malheureusement, cette révolution anarchiste a été détruite par la force brute, malgré le fait que pendant qu'elle était en vigueur, elle a réussi sans http://galion.ispavista.com/bchomsky/textos/anar01.html, 2/13, 29 à 11-2002 18h58 32 secondes sur la société anarchiste précédente et pour avoir été, je le répète, un témoignage très inspirant à bien des égards sur la capacité des travailleurs pauvres à organiser et gérer leurs affaires de manière pleinement réussie sans oppression ni contrôle externe ou supérieur. Maintenant bien, dans quelle mesure l'expérience espagnole est applicable aux sociétés hautement industrialisées est une question qui devrait être étudiée en détail. Peter Gey, ce qui apparaît clair à tout le monde, c'est que l'idée fondamentale de l'anarchisme est ancrée dans la priorité de l'individu pas nécessairement isolé, mais précisément avec d'autres individus et la réalisation de sa liberté. Pour nous, cela ressemble à ce qu'ont proclamé les fondateurs des États-Unis. Qu'est-il arrivé à l'expérience américaine qui a fait de cette liberté invoquée par cette tradition un mot suspect et même corrompu aux oreilles des penseurs anarchistes et des socialistes libertaires comme vous? Chomsky, permettez-moi de préciser tout d'abord que je ne me considère pas comme un penseur anarchiste. Disons que je suis un compagnon de route par dérivation, de l'anarchisme. Les penseurs anarchistes se sont toujours exprimés très favorablement sur l'expérience américaine et l'idéal de la démocratie jeffersonienne. Vous savez déjà que pour Jefferson le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins, ou l'apostille à cet aphorisme de Thoreau selon lequel le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne rien du tout. Les 2 formules ont été répétées par les penseurs anarchistes à chaque occasion et à travers le temps depuis que la doctrine anarchiste existe. Démocratie jeffersonienne, abstraction faite du fait qu'il s'agissait encore d'une société avec des esclaves, s'est développée dans un système précapitaliste, c'est-à-dire dans une société dans laquelle aucun monopole n'était en contrôle et il n'y avait pas de poches importantes de pouvoir privé. C'est vraiment étonnant de lire des textes classiques libertaires aujourd'hui. En lisant, par exemple, La critique de l'État, 1791, de Wilhelm von Humboldt, ouvrage très significatif qui a sûrement inspiré mille, on se rend compte qu'il ne parle pas du tout de la nécessité de s'opposer à la concentration du pouvoir privé. Concerne la nécessité de contrecarrer l'usurpation du pouvoir coercitif de l'État.
La même chose est vraie dans la tradition américaine primitive. Simplement parce que c'était le seul type de pouvoir qui existait. Je veux dire que von Humboldt supposait que chaque individu possédait à peu près un degré de pouvoir similaire, mais un pouvoir privé, et que le seul véritable déséquilibre était à l'intérieur de l'État centralisé et autoritaire, et que la liberté devait être protégée contre toute intervention de l'État. L'État et l'Église. C'est ce qu'il croyait devoir être combattu. Maintenant bien, lorsqu'il nous parle, par exemple, de la nécessité d'exercer un contrôle sur sa propre vie créatrice, lorsqu'il maudit l'aliénation par le travail, résultant de la coercition ou simplement d'instructions ou de direction dans le travail de chacun, au lieu d'agir par soi-même management, puis elle révèle son idéologie anti-étatique et anti-théocratique. Mais les mêmes principes s'appliquent à la société industrielle capitaliste qui s'est formée plus tard. Je suis enclin à croire que von Humboldt, s'il avait persisté dans sa quête idéologique, aurait fini par être un socialiste libertaire. Peter J. Tout ce contexte ne suggère-t-il pas qu'il y a quelque chose d'inhérent à l'état pré-industriel dans tout ce qui concerne l'applicabilité des idées libertaires? En d'autres termes, que les idées libertaires présupposent nécessairement une société fondamentalement rurale avec une technologie et une production assez simples et dont l'organisation économique tend à être à petite échelle et localisée. Chomsky, voyons, séparons votre question en deux questions. Premièrement, quand ont pensé les anarchistes? Et deuxièmement, comment puis-je penser? En ce qui concerne les réponses anarchistes, nous en avons au moins deux. En premier lieu, il y a une tradition anarchiste, dont on pourrait partir d'un Kropotkin, avec le personnage que vous venez de décrire. Mais en second lieu, il y a une autre tradition anarchiste qui, en se développant, conduit à l'anarcho-syndicalisme et qui voit dans l'anarchisme la manière adéquate d'organiser une société complexe avec un niveau industriel très avancé. Et cette tendance au sein de l'anarchisme est confondue, ou du moins très étroitement liée, à une variété de marxisme de gauche du genre des communistes spartacistes, par exemple, issus de la tradition Rosa Luxembourg et représentés plus tard par des théoriciens marxistes. Pannekoek, qui a développé toute une théorie sur les conseils ouvriers dans l'industrie, étant lui-même un homme de science, un astronome. Aussi, lequel de ces deux points de vue est celui qui correspond à la vérité? Ou en d'autres termes, les concepts anarchistes ont-ils pour objet une société pré-industrielle exclusivement ou l'anarchisme est-il aussi une conception apte à s'appliquer à l'organisation d'une société industrielle très avancée? Personnellement, je crois à la deuxième option, c'est-à-dire que je crois que l'industrialisation et le progrès de la technologie ont fermé avec eux des possibilités d'autogestion sur un vaste terrain qui ne s'était jamais présenté auparavant. Je crois, en effet, que l'anarcho-syndicalisme nous donne précisément le modèle le plus rationnel d'une société industrielle avancée et complexe dans laquelle les travailleurs peuvent parfaitement prendre en charge leurs propres affaires de manière directe et immédiate, c'est-à-dire les diriger et les contrôler. Sans que pour cette raison ils ne soient capables en même temps d'occuper des postes clés pour prendre les décisions les plus substantielles concernant la structure économique, les institutions sociales, l'aménagement régional et suprarégional, etc. Actuellement, les institutions gouvernantes ne permettent pas aux travailleurs d'exercer un quelconque contrôle sur les informations nécessaires au processus de production, ni ne disposent autrement de la formation requise pour comprendre ces questions de gestion. D'un autre côté, dans une société sans intérêts acquis ni monopole, une grande partie de ce travail, y compris administratif, pourrait déjà être effectuée de manière automatisée. Il est de notoriété publique que les machines peuvent accomplir un grand pourcentage des tâches de travail qui sont aujourd'hui effectuées par les travailleurs et que, par conséquent, une fois qu'un niveau de vie élevé est mécaniquement assuré, ils pourraient librement entreprendre tout travail de création qu'il aurait auparavant ont été objectivement impossible à imaginer, surtout dans la première phase de la révolution industrielle. Peter J. Je voudrais ensuite aborder le problème de l'économie dans une société anarchiste, mais pourriez-vous nous décrire un peu plus en détail la constitution politique d'une société anarchiste telle que vous l'imaginez dans les conditions de vie modernes d'aujourd'hui? Il me vient à l'esprit de demander, par exemple, si des partis politiques existeraient dans cette société et quelle forme résiduelle de gouvernement continuerait d'exister dans la pratique. Chomsky, permettez-moi de décrire ce qui, à mon avis, pourrait à peu près susciter un consensus parmi les libertaires, un schéma qui me semble naturellement essentiellement, bien que minimalement, correct pour le cas.
Partant des deux types d'organisation et de contrôle, à savoir, organisation et contrôle sur le lieu de travail et dans la communauté, on pourrait ainsi imaginer un réseau de conseils ouvriers et, à un niveau supérieur, une représentation interusine ou interprofessionnelle, d'industrie et de commerce, ou entre métiers et professions, et ainsi de suite jusqu'aux assemblées générales des conseils ouvriers émanant de la base au niveau régional, national ou international. Et de l'autre point de vue, ou de l'autre côté, il est possible d'imaginer un système de gouvernement basé sur des assemblées locales, elles-mêmes fédérées régionalement et traitant des affaires régionales, à l'exception de ce qui concerne les métiers, l'industrie et le commerce, etc., pour passer ensuite au niveau national et à la Confédération des Nations, etc. Maintenant bien, comment exactement ces structures devraient être développées et quelle serait leur interrelation, ou si les deux sont nécessaires ou une seule, sont des questions que les théoriciens anarchistes ont discutées et sur lesquelles il existe de nombreuses variantes. Pour l'instant, je n'ose pas prendre parti, ce sont des questions qu'il faudra élaborer et élucider de manière approfondie et sereine. Peter J. Mais n'y aurait-il pas, par exemple, des élections nationales directes ou des partis politiques organisés de bout en bout, pour ainsi dire? Bien sûr, si tel était le cas, une sorte d'autorité centrale serait éventuellement créée, ce qui serait contraire à l'idée anarchiste. Chomsky, non, eh bien, l'idée anarchiste veut que la délégation de pouvoir soit l'expression minimale possible et que les participants, à tous les niveaux, du gouvernement soient directement contrôlés par la communauté organique dans laquelle ils vivent. La situation optimale serait donc que la participation à tout niveau de gouvernement ne soit que partielle, c'est-à-dire que les membres d'un conseil ouvrier qui, en fait, exercent leurs fonctions en prenant des décisions que les autres travailleurs n'ont pas le temps de faire, en même temps continuer à faire leur travail dans la fosse, l'atelier ou l'usine où ils sont employés, ou leur travail ou leur mission dans la communauté, le quartier ou le groupe social auquel ils appartiennent. Et concernant les partis politiques, mon opinion est qu'une société anarchiste ne doit pas nécessairement les interdire. Puisque, en fait, l'anarchisme a toujours été fondé sur l'idée que tout lit de Procuste, tout système normatif imposé à la vie sociale doit contraindre et altérer sensiblement son énergie et sa vitalité et que, plutôt, toutes sortes de nouvelles possibilités d'organisation volontaire peuvent apparaître à un niveau supérieur de culture matérielle et intellectuelle. Mais je crois sincèrement que si l'existence de partis politiques est jugée nécessaire, la société anarchiste aura échoué. Je tiens à dire qu'à mon avis, dans une situation de participation directe à l'autonomie et à l'autogestion des affaires économiques et sociales, les dissensions, les conflits, les différences d'intérêts, d'idées et d'opinions avaient tendance à être non seulement les bienvenues, mais voire cultivées, à exprimer dûment à chacun des différents niveaux. Je ne vois pas pourquoi ces différences devraient coïncider avec des partis qui ne sont pas créés à partir de différences, mais pour les créer précisément. Je ne pense pas que la complexité de l'intérêt humain et de la vie soit mieux servie en la divisant de cette façon. En réalité, les partis représentent fondamentalement des intérêts de classe, et les classes auraient dû être éliminées ou remplacées dans une société comme celle à laquelle nous avons affaire. Peter J. Une dernière question sur l'organisation politique. Avec cette série d'assemblées hiérarchisées et une structure quasi-gouvernementale, sans élection directe, ne risque-t-on pas que l'organe central ou l'organe qui est au sommet de la pyramide, pour ainsi dire, s'éloigne trop de la base et que s'il a des pouvoirs dans les affaires internationales, par exemple, il pourrait même disposer de forces armées ou d'autres instruments de violence et qu'en fin de compte, il serait moins surveillé qu'un gouvernement dans les démocraties parlementaires d'aujourd'hui? Chomsky, c'est une condition de première importance dans toute société libertaire d'empêcher un tel cours des affaires publiques nationales et internationales, et à cette fin les institutions nécessaires doivent être créées. Ce qui me semble parfaitement faisable. Personnellement, je suis convaincu que la participation au gouvernement n'est pas un travail à temps plein. Cela peut être dans une société gouvernée de manière irrationnelle dans laquelle toutes sortes de problèmes sont causés par l'irrationalité même des institutions. Mais dans une société industrielle avancée fonctionnant correctement par des voies libertaires, j'imagine que l'exécution des décisions prises par les instances représentatives est une occupation à temps partiel qui devrait s'exercer à tour de rôle au sein de chaque communauté et qu'elle devrait aussi exiger autant à condition que ceux qui l'exercent n'abandonnent pas, même partiellement, leurs propres activités professionnelles. Supposons qu'il soit possible de comprendre le gouvernement comme une fonction commerciale équivalente à la production d'acier, par exemple.
Si cela était faisable, et je crois qu'il s'agit de faits empiriques qui doivent obéir à leurs propres déterminations et qui ne peuvent être projetés comme pure théorie, si cela était faisable, dis-je, la conséquence naturelle serait d'organiser le gouvernement Industriellement, comme s'il s'agissait d'une branche de plus de l'industrie, avec son propre conseil ouvrier et sa propre discipline autogestionnaire et sa propre participation aux assemblées de plus grande extension ou envergure. J'ajoute ici que ce fut le cas dans les conseils ouvriers spontanément formés à certains endroits, comme par exemple lors de la Révolution hongroise de 1956. Il y avait en effet, si je ne me trompe, un conseil d'employés de l'État qui s'était organisé eux-mêmes. Simplement sur la base de la manière industrielle ou commerciale comme d'autres branches d'industrie de type traditionnel. Une telle chose est parfaitement possible et devrait être, ou pourrait être, une barrière qui empêcherait la formation de ce type de bureaucratie répressive à distance que les anarchistes craignent tant, naturellement. Peter J., en supposant qu'un certain besoin d'autodéfense continue d'exister à un niveau assez sophistiqué, je ne comprends pas d'après votre description de la société anarchiste comment un contrôle efficace pourrait être exercé par un tel système de conseil représentatif à temps partiel et même à différents niveaux ci-dessus, sur une organisation aussi puissante et techniquement perfectionnée par la force des choses que le Pentagone, par exemple. Chomsky, d'accord, précisons un peu la terminologie. Vous parlez du Pentagone comme d'une organisation défensive, ce qui est la norme. En 1947, lorsque la loi sur la défense nationale a été approuvée, l'ancien ministère de la guerre, comme on l'appelait honnêtement, a été rebaptisé ministère de la Défense. À cette époque, j'étais encore étudiant et je ne pensais pas être très versé en la matière, mais je savais, comme tout le monde, que si l'armée américaine jusqu'alors avait pu être impliquée dans la défense de la nation, et il l'avait été en partie, désormais le ministère de la Défense ne serait plus qu'un ministère de l'agression, rien de plus. Peter J., sur le principe qu'il ne faut rien croire tant que ce n'est pas officiellement démenti. Chomsky, exactement. Un peu sous l'hypothèse avec laquelle Orwell avait essentiellement conçu l'État moderne et sa nature. Et c'est exactement le cas. Je tiens à dire que le Pentagone n'est en aucun cas l'instrument du ministère de la Défense. Elle n'a jamais défendu les États-Unis contre qui que ce soit et la seule chose qu'elle a produite a été l'agression, c'est pourquoi je crois que le peuple américain serait bien mieux sans le Pentagone qu'avec lui. Mais de toute façon vous n'en avez pas besoin pour votre défense. Son intervention dans les affaires internationales n'a jamais été, enfin, ce n'est jamais trop à dire, mais il serait difficile de trouver une exception, sa position ou son attitude caractéristique de soutien à la liberté ou de défense du peuple. Ce n'est pas le rôle joué par la vaste organisation militaire qui contrôle le ministère de la Défense. Leurs tâches sont plutôt deux très différentes et toutes deux assez antisocials. Le premier est de sauvegarder un système international dans lequel les soi-disant intérêts américains, c'est-à-dire principalement les intérêts commerciaux, continuent de prospérer. La deuxième tâche remplit une mission économique internationale. Par conséquent, le Pentagone a été le mécanisme keynésien le plus important par lequel le gouvernement intervient pour maintenir ce qu'on appelle comiquement la santé de l'économie en incitant à la production, c'est-à-dire en conduisant à une production inutile. Or, les deux fonctions servent certains intérêts, en effet des intérêts dominants, des intérêts de classe dominante dans la société américaine. Mais je ne pense pas qu'ils servent trop peu ou trop l'intérêt public, et un tel système de production et de destruction inutile serait essentiellement démantelé dans une société libertaire. Mais ne parlez pas trop de ces choses. Si nous imaginons, par exemple, une révolution sociale aux États-Unis, ce qui est très loin, je dirais, mais si cela devait arriver, il est difficile d'imaginer qu'il y aurait un véritable ennemi de la force capable de menaçant la révolution sociale du pays, le Mexique ou Cuba, par exemple, n'allait pas nous attaquer. Je ne crois donc pas qu'une révolution aux États-Unis ait besoin de se défendre contre une agression étrangère. Alors que si une révolution sociale était proclamée en Europe occidentale, je crois que dans un tel cas le problème de la défense acquérait des caractères critiques. PJ, j'allais vous dire que l'absence d'autodéfense ne peut sûrement pas être inhérente à l'idée anarchiste, puisque jusqu'à présent toutes les expériences anarchistes ont été anéanties de l'extérieur. Chomsky, or, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut répondre à ces questions que spécifiquement et toujours par rapport à des cas historiques concrets et dans des conditions objectives.
Peter G. Non, c'est juste que j'ai eu du mal à comprendre ce que vous disiez à propos du contrôle démocratique approprié pour ce type d'organisation, car il me semble très peu probable que les généraux se contrôlent de la manière que vous jugez appropriée. Chomsky, la difficulté est que je veux souligner la complexité de la question. Tout dépend du pays et de la société en question. Une catégorie spécifique de problèmes se pose aux États-Unis. Si la révolution sociale libertaire était déclarée en Europe, je pense qu'alors les problèmes qui se poseraient seraient très graves, puisqu'un grand problème de défense se poserait immédiatement. Parce que je suppose que si un socialisme libertaire d'une certaine ampleur était réalisé en Europe occidentale, il serait entouré d'une menace militaire imminente de deux côtés, de l'Union soviétique et des États-Unis. Alors le premier problème serait de savoir comment se défendre. C'est à ce problème que la Révolution espagnole a dû faire face. Parce qu'il n'était pas seulement menacé in situ par une intervention militaire fasciste, mais aussi par des unités armées communistes et par des ennemis libéraux de l'arrière et des nations voisines. Face à une telle ampleur et un tel nombre d'attaques, le problème de la défense était le plus sérieux, car c'était la vie ou la mort. Malgré tout cela, je pense qu'il faut se poser la question de savoir si la meilleure façon de le faire est de s'appuyer sur des armées centralisées avec toute leur technologie dissuasive. La vérité, je ne pense pas que la chose soit si tiroir. Par exemple, je ne pense pas qu'une armée centralisée d'Europe de l'Ouest empêcherait une attaque russe ou américaine dans le but de réprimer un socialisme libertaire, car le type d'attaque auquel je m'attendrais, franchement, ne serait peut-être pas militaire, mais économique à moins. Peter G. Mais d'un autre côté, les émeutes classiques de paysans armés de fourches et de faucilles ne sont plus à prévoir. Chomsky, nous ne parlons pas de paysans, mais de sociétés industriellement développées et fortement urbanisées. Il me vient à l'esprit que leur meilleure arme serait de s'attirer la sympathie des classes laborieuses des pays attaquants. Mais je répète qu'il faut être prudent. Et il n'est pas du tout improbable que la Révolution ait eu besoin de chars, d'une armée, et qu'elle ait ainsi entraîné sa propre perte pour les raisons ci-dessus. En d'autres termes, je pense qu'il est très difficile d'imaginer comment une armée centrale avec ses chars, ses avions et ses armes stratégiques pourrait fonctionner dans un régime révolutionnaire. Et si cela est nécessaire pour sauver les structures révolutionnaires, malheur à la Révolution. Peter G. Si la meilleure méthode de défense est, comme vous le dites, de gagner la sympathie des organisations politiques et économiques, peut-être serait-il opportun d'approfondir ce point. Dans un de vos essais, vous dites que dans une société décente, tout le monde aurait la possibilité de trouver un travail intéressant et tout le monde serait autorisé à utiliser ses talents en se voyant offrir les opportunités les plus larges pour le même objet. Puis il se demande, et que faudrait-il de plus ? Peut-être une récompense externe sous forme de luxe ou de pouvoir. C'est dans le cas où nous supposons que l'utilisation de ces talents dans un travail intéressant et socialement utile ne nous récompense pas en soi. Je pense que cette façon de raisonner plaît à beaucoup de monde. Mais il a encore besoin d'explications. Personnellement, je crois que le travail que les gens peuvent trouver intéressant, attirant ou satisfaisant ne doit pas nécessairement coïncider avec le type de travail qui doit être fait par nécessité, si nous voulons maintenir le niveau de vie que les gens exigent et sont habitués à. Chomsky, en effet, il y a beaucoup de travail à faire si nous voulons maintenir le niveau de vie actuel. Reste à répondre à la question, dans quelle mesure ce travail doit-il être onéreux ? Rappelons que ni la science ni la technique ni le simple intellect ne se sont consacrés à l'examen de la question afin d'abolir le caractère lourd et autodestructeur de certains emplois nécessaires dans notre société. Cela est dû au fait qu'il y a toujours eu un nombre important d'esclaves embauchés en réserve qui feront n'importe quel travail, aussi dur soit-il, plutôt que de mourir de faim. Mais si l'intelligence humaine était appliquée pour résoudre le problème de la façon de rendre tolérables les travaux plus lourds dont la société a besoin, nous ne savons pas quelle serait la solution. J'ai pour moi qu'une grande partie de ce travail pourrait être rendue totalement tolérable. Ceci mis à part le fait qu'il me semble une erreur de croire que tout travail physiquement dur doit être onéreux. Il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui acceptent des travaux difficiles pour se détendre. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai eu l'idée de planter 34 arbres dans un pré derrière ma maison, ce qui signifiait creuser 34 trous. Considérant ce que je fais normalement comme travail, c'est un travail assez lourd, mais je dois avouer que j'ai aimé le faire. Cependant, je suis sûr qu'il n'aurait pas aimé avoir à le faire avec un contremaître devant et des heures fixes, etc. Bien que s'il s'agit d'une tâche prise par intérêt, cela peut également être fait.
Et sans technologie, sans réfléchir à la façon de planifier les travaux, etc. Peter J. À cela je pourrais vous dire qu'il y a un danger que cette façon de voir le problème soit une illusion plutôt romanesque, seulement possible pour une petite élite d'intellectuels, de professeurs, de journalistes, etc. Qu'ils sont dans la situation privilégiée d'être payés pour ce qu'ils aiment faire et feraient autrement. Chomsky, c'est pourquoi j'ai commencé par mettre un gros si devant. J'ai dit qu'il faut d'abord se demander dans quelle mesure le travail nécessaire à la société, c'est-à-dire le travail requis pour maintenir le niveau de vie que nous voulons, doit nécessairement être lourd ou onéreux. Je pense que la réponse serait « beaucoup moins qu'aujourd'hui », mais admettons que dans une certaine mesure ça reste sale. Même ainsi, la réponse est très simple, que le sale boulot doit être réparti équitablement entre tous ceux qui sont capables de le faire. Peter J. Donc, chacun de nous passe un certain nombre de mois par an sur la chaîne de production de voitures et le même nombre à ramasser des ordures ou d'autres tâches ingrates. Chomsky, si en effet ce sont des tâches d'autosatisfaction impossibles. Mais je ne pense pas, franchement. Quand je vois des ouvriers au travail, disons des mécaniciens automobiles par exemple, je me dis que bien des fois ça peut être une source de fierté d'accomplir la tâche. La fierté d'un travail compliqué et bien fait dans lequel il faut user d'intelligence, surtout quand on s'intéresse à la gestion de l'entreprise et qu'on doit contribuer aux décisions sur l'organisation du travail, à quoi il sert, à quoi est objectif de ce travail, etc. Je crois que tout cela peut être une activité satisfaisante et enrichissante qui, en fait, nécessite les compétences que les travailleurs déploient volontiers. Mais la vérité est que je parle hypothétiquement. Supposons qu'il y ait un résidu de travail que personne ne voulait faire, en pareil cas il n'y a plus qu'à le répartir équitablement entre tous, mais pour le reste que les gens exercent librement leur talent comme ils l'entendent. Peter J. Supposons maintenant, professeur, que ce résidu soit très important, comme certains le prétendent si le travail nécessaire pour produire 90% de ce que nous aimerions tous consommer était pleinement accompli. Dans un tel cas, organiser la répartition de ce travail sur la base que chacun effectue une petite partie du travail sale ou lourd serait absurdement inefficace. Car pour cela il faudrait former et équiper tout le monde, car ils auraient tous à passer par le sale boulot, dont l'efficacité de toute l'économie souffrirait et, par conséquent, le niveau de vie serait ostensiblement abaissé. Chomsky, eh bien, tout d'abord, nous devons convenir que nous nageons sur de pures hypothèses, car je ne crois pas que leur pourcentage soit loin d'être réel. J'ai déjà dit que si l'intelligence humaine était appliquée pour projeter une technologie adaptée aux besoins du producteur humain au lieu de faire l'inverse, nous aurions la solution. Maintenant se pose le problème inverse, comment adapter l'être humain à un système technologique conçu pour d'autres objectifs, c'est-à-dire la production pour le profit. Je suis convaincu que si ce que je dis était fait, le travail non désiré serait bien moindre que ce que vous suggérez. Mais quoi qu'il en soit, notez que nous avons deux alternatives, la première est de le répartir équitablement, la seconde est de créer les institutions appropriées pour forcer un groupe de la population à faire de mauvais travaux sous peine de famine. Ce sont les deux alternatives. Peter J. Je ne dis pas forcer, mais que ces travaux pourraient même être effectués volontairement par ceux qui jugent que cela en vaut la peine sur la base d'une rémunération correspondante plus élevée. Chomsky, oh non, je suppose que vous avez déjà compris que pour moi chacun doit recevoir une récompense égale pour son travail, quel qu'il soit. Et n'oubliez pas que nous vivons actuellement dans une société où les gens qui font le gros du travail ne sont pas mieux payés que ceux qui font leur travail bénévolement, seul le contraire est vrai. La façon dont fonctionne notre société, une société de classe, ceux qui font les travaux les plus durs, les plus lourds ou les plus sales sont les moins bien payés. Ces emplois sont faits, sans plus tarder, mais on ne veut même pas croire qu'ils existent, car on sait qu'il y a une masse de misérables qui ne contrôlent qu'un seul facteur de production, leur force de travail, qu'ils doivent vendre, ou ils devront accepter ce genre de travail parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et plutôt que de mourir de faim, ils sont employés pour les salaires les plus bas. J'accepte la correction. Imaginons trois sortes de sociétés, la première, celle actuelle, dans laquelle un travail indésirable est donné à des esclaves rémunérés. Puis un deuxième système dans lequel le travail ingrat, après avoir tout fait pour lui donner un sens, est distribué et, enfin, le troisième système dans lequel le mauvais travail donne droit à un sursalaire, à tel point que pour cela ils acceptent cela volontairement. Aussi, je crois que les deuxième et troisième systèmes s'accordent, dans ces termes vagues dans lesquels nous parlons, avec les principes anarchistes.
Personnellement, je penche pour la seconde, mais l'une et l'autre sont totalement éloignées de toute organisation sociale actuelle et de toute tendance à une quelconque organisation sociale aujourd'hui. Peter G., je vais le dire autrement. Il me semble qu'il y a un choix fondamental, même si on veut le camoufler, entre un travail satisfaisant en soi et un travail qui doit être organisé en fonction de la valeur que ce qui est produit a pour les personnes qui utilisent ou consomment ce. Et la société organisée sur la base d'offrir à chacun les mêmes possibilités d'exercer ses hobbies les plus coûteux, qui exprime essentiellement la formule du travail pour le travail lui-même, à son aboutissement logique dans le monastère ou le couvent, ou le type de travail pratiqué, qui c'est-à-dire que la prière est un travail d'auto-enrichissement du travail lui-même. Rien n'est produit qui profite à qui que ce soit, alors soit il faut vivre au plus bas niveau de vie, soit il faut se résigner à la famine. Chomsky, eh bien, vous faites ici des hypothèses de fait avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'une partie de ce qui donne du sens à l'œuvre, c'est son utilité, c'est le fait que ces produits peuvent être utilisés. Le travail de l'artisan a du sens au moins en partie par l'intelligence et l'habileté qu'il doit y mettre, mais aussi en partie parce que c'est un travail utile. Je dirais qu'il en va de même pour les hommes de science. Je pense que le fait que le type de travail que l'on fait serve à autre chose, ce qui est le cas du travail scientifique, comme vous le savez, qu'il contribue à autre chose est très important, même indépendamment de l'élégance ou de la beauté que l'on peut réaliser avec leur travail. Je suis convaincu que cela s'applique à toutes les activités humaines. Je crois aussi que si nous jetons un coup d'œil à une bonne partie de l'histoire de l'humanité, nous nous rendrons compte du nombre de ceux qui ont tiré une satisfaction, et pas peu, du travail productif et créatif qu'ils ont accompli, mais je pense aussi que l'industrialisation favorise grandement cette satisfaction. Parce que, eh bien, parce qu'une grande partie des tâches fastidieuses et peu attrayantes peuvent être effectuées par des machines, ce qui signifie que le rayon d'action du travail humain véritablement créatif est automatiquement considérablement élargi. Mais à autre chose. Vous parlez d'un travail librement entrepris comme passe-temps ou passe-temps. Je ne le juge pas ainsi. Je pense qu'un travail librement choisi et exécuté peut aussi être un travail utile et important. Vous soulevez également un dilemme que beaucoup font, à savoir, entre le désir de satisfaction dans et du travail et le désir de créer des choses de valeur pour la communauté. Mais il n'est pas si clair qu'il s'agisse, en effet, d'un dilemme et encore moins d'une contradiction. Il ne me semble pas évident, loin de là je pense que c'est faux que contribuer à plus de plaisir et de satisfaction au travail est inversement proportionnel à la valeur du résultat. Peter G., je ne dirais pas que c'est inversement proportionnel à moi, cela pourrait être sans rapport. Mettons quelque chose de très simple comme vendre des glaces sur la plage pendant les vacances. C'est un service rendu à la société. Il fait chaud et il ne fait aucun doute que le public veut de la crème glacée. En revanche, on voit mal ici dans quelle mesure l'exercice de cette tâche de vendeur de glace peut être une source de plaisir professionnel ou avoir un sens, une vertu ou un ennoblissement social. Pourquoi s'engagerait-il dans un tel service s'il ne vous récompense pas d'une manière ou d'une autre? Chomsky, je vous préviens que j'ai vu plus d'une fois des vendeurs de glace avec des visages de Pâques. Peter G., oui, il gagnait de l'argent par poignée, je pense que oui. Chomsky, et qu'il semblait très heureux de vendre des glaces aux enfants, ce qui me semble une façon tout à fait raisonnable et stimulante de passer le temps, comparé à d'autres occupations, à des milliers d'occupations différentes. Rappelez-vous que chaque personne a son occupation et il me semble que la plupart des occupations existantes et essentiellement celles qui entrent dans la classification des services, c'est-à-dire qui entrent en contact avec les autres, entraînent une satisfaction ou une autre et certaines récompenses inhérentes associées avec eux, c'est-à-dire dans leur relation avec les personnes auxquelles ils fournissent leurs services. Dans ce cas, donner des cours équivaut à vendre de la crème glacée. J'admets que la vente de crème glacée ne nécessite pas le dévouement ou l'intelligence pour enseigner, et c'est peut-être pour cette raison qu'il s'agit d'un métier moins envié. Mais si c'était le cas, il faudrait le partager entre tous. Mais tout cela mis à part, ce que j'essaie de dire, c'est que notre croyance caractéristique que le plaisir au travail, la satisfaction au travail, ou n'a pas ou a des relations négatives avec la valeur du résultat, est étroitement liée à une étape particulière de l'histoire sociale, c'est-à-dire, le capitalisme, dans le système duquel les êtres humains sont des instruments de production. Ce qui a été dit auparavant ne doit pas être, loin de là, la vérité.
Par exemple, si nous passons en revue les nombreux entretiens avec des psychologues industriels des travailleurs de la chaîne, nous verrons que l'une des choses dont ils se plaignent le plus est que leur travail ne peut pas être bien fait, que la chaîne est tellement hors de contrôle. Faire leur travail décemment. Je lisais récemment dans une revue de gérontologie une étude sur la longévité dans laquelle ils essayaient de trouver les facteurs utiles pour prédire la longévité, vous savez, fumer, boire, facteurs génétiques, ils avaient tous été examinés. Eh bien, savez-vous quel est le facteur le plus favorable? Satisfaction au travail. Peter G. Ouais, les gens qui ont un bon travail vivent plus longtemps, n'est-ce pas? Chomsky, eh bien, oui, des gens qui sont satisfaits de leur travail. Ce qui me semble très logique, puisque non seulement nous passons une grande partie de notre vie au travail, mais c'est aussi au travail que nous exerçons le plus notre capacité créative. Maintenant bien, qu'est-ce qui mène à cette satisfaction au travail? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais ce savoir faire quelque chose d'utile pour la communauté est un facteur non négligeable. Beaucoup sont satisfaits de leur travail parce qu'ils croient qu'ils font quelque chose d'important, quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Ils peuvent être des enseignants comme des médecins, des scientifiques comme des artisans ou des agriculteurs. Sentir que ce que l'on fait est important, mérite d'être fait, non seulement renforce les liens sociaux mais est aussi une source de satisfaction personnelle, car avec un travail intéressant et bien fait, cette sorte de fierté naît de ceux qui se réalisent, de ceux qui mettaient vos compétences personnelles en pratique. Et je ne pense pas que cela nuira à la valeur de ce qui est produit, mais plutôt le contraire. Mais admettons que cela lui est quelque peu nui. Lorsque la société atteint un tel point, la communauté doit décider comment faire les compromis nécessaires. Après tout, chaque individu est à la fois producteur et consommateur et donc chaque individu doit participer à ses engagements socialement déterminés, c'est-à-dire s'il y a vraiment besoin d'établir des engagements. Car je me permets d'insister sur le fait que la nature de ces problèmes a été grandement exagérée par l'effet aberrant du prisme qui interpose le système véritablement coercitif et destructeur de la personnalité dans laquelle nous vivons. Peter G. D'accord. Vous dites que la communauté doit prendre des décisions sur les engagements possibles, mais il n'en est pas moins bien connu que la théorie communiste empêche complètement ces possibilités, que ce soit par la planification, ou en termes d'investissement, de priorité nationale d'investissement, etc. Dans une société anarchiste, pensez-vous qu'une telle superstructure gouvernementale ne serait pas tolérée, apparemment nécessaire pour faire des plans, prendre des décisions d'investissement, par exemple, s'il faut donner la priorité à ce que les gens veulent consommer ou à ce que les gens veulent faire en termes de travailler? Chomsky, je ne suis pas d'accord. Il me semble que les structures anarchistes, ou d'ailleurs celles des marxistes de gauche, basées sur le système des conseils ouvriers et des fédérations, suffisent et restent pour décider de n'importe quel plan national. De même, les sociétés socialistes étatiques fonctionnent à ce niveau, disons national, en devant élaborer des plans nationaux. En cela il n'y a aucune différence. Là où il y en a et un grand c'est dans la participation à ces décisions et dans le contrôle exercé sur elles. Les anarchistes et les marxistes de gauche, conseillistes, spartakistes, prennent ces décisions de bas en haut. C'est la classe ouvrière informée qui les fait passer par leurs assemblées et leurs représentants directs qui vivent et travaillent parmi eux. Mais dans les systèmes de socialisme d'État, le plan national est élaboré par la bureaucratie nationale qui accumule pour elle-même et monopolise toutes les informations nécessaires et prend les décisions. De temps en temps, il se présente au public et dit « Vous pouvez me choisir ou celui-là, mais nous formons tout la même bureaucratie distante qui n'est pas à votre portée. » Ce sont les pôles, ce sont les oppositions polarisées au sein de la tradition socialiste. Peter G. Donc, en fait, il y a toujours un rôle important pour l'État, et peut-être même les fonctionnaires, la bureaucratie, mais ce qui est différent, c'est le contrôle exercé sur eux. Chomsky, eh bien, je ne pense pas, franchement, qu'une bureaucratie distincte soit nécessaire pour faire appliquer les décisions du gouvernement. Peter G. Diverses formes d'expertise sont nécessaires. Chomsky, oui, mais disons que c'est une expertise en matière de planification économique, car il ne fait aucun doute que dans toute société industrielle complexe, il faudrait un groupe de techniciens chargés d'élaborer des plans, d'en expliquer les conséquences de chaque décision importante. De mettre en retrait les personnes qui doivent décider des conséquences de leurs propres décisions telles qu'elles peuvent être déduites de l'étude et du modèle de programmation, etc.
Mais l'important est que ces systèmes de planification ne soient rien d'autre que des industries, avec leurs propres conseils ouvriers et faisant partie de tout le système des conseils. La différence est que ces systèmes de planification ne sont pas ceux qui prennent les décisions. Ils produisent des plans de la même manière que les usines automobiles produisent des voitures. Les plans sont donc à la disposition des conseils ouvriers et sont soumis aux assemblées des conseils, de la même manière qu'on fait rouler les automobiles avec eux. Maintenant bien, ce que ce système exige, c'est une classe ouvrière instruite. Et c'est exactement ce que nous sommes capables de réaliser dans les sociétés industrialisées hautement développées. Peter Gey, dans quelle mesure le succès du socialisme libertaire, ou de l'anarchisme, dépend-il vraiment d'un changement fondamental de la nature humaine, à la fois dans sa motivation et son altruisme, ainsi que dans sa connaissance et son degré de réfutation? Chomsky, non seulement je pense que cela dépend de cela, mais tout l'objectif du socialisme libertaire contribue effectivement à la même chose. Il s'agit de contribuer à une transformation des mentalités, précisément la transformation que l'homme est capable de concevoir quant à sa capacité d'action, son pouvoir de décider en conscience, de créer, de produire et d'investiguer, précisément cette transformation spirituelle auquel les penseurs de la tradition marxiste de gauche, de Rosa Luxemburg, par exemple, en passant par les anarchistes, ont toujours accordé tant d'importance. Donc, d'une part, cette transformation spirituelle est nécessaire. Et d'autre part, l'anarchisme tend à créer des institutions qui contribuent à cette transformation de la nature du travail et de l'activité créative, simplement dans les liens sociaux interpersonnels, et à travers cette interaction, à créer des institutions qui favorisent l'épanouissement ou l'émergence de nouveaux aspects dans l'humain. Conditions. Bref, la mise en place d'institutions libertaires toujours plus larges auxquelles les personnes déjà libérées peuvent contribuer. C'est ainsi que je vois l'évolution du socialisme. Peter Gey, et enfin, professeur Chomsky, que pensez-vous des possibilités aujourd'hui de fonder des sociétés telles que vous venez de les esquisser dans les grands pays industrialisés de l'Occident dans le prochain quart de siècle environ? Chomsky, je ne pense pas être assez sage ou assez informé pour faire de telles prédictions. De plus, je pense que s'aventurer dans de telles prédictions en dit plus sur la personnalité que sur le jugement de la personne qui les fait. Cependant, je pourrais peut-être dire ceci, il y a des tendances évidentes au sein du capitalisme industriel vers une concentration du pouvoir dans des empires économiques étroits dans un cadre qui devient de plus en plus un État totalitaire. Ces tendances se développent depuis un certain temps, et franchement, je ne vois rien qui puisse les contenir. Je crois donc que ces tendances continueront leur cours dans le cadre de la stagnation et du déclin des institutions capitalistes. Maintenant bien, je crois que ce recours au totalitarisme d'État et à une concentration économique exaspérée, les deux choses étant liées, bien sûr, va générer des réactions, des tentatives de libération personnelle, de libération sociale, qui prendront toutes sortes de formes. Une clameur s'élève dans toute l'Europe appelant à la participation ou à la codétermination des travailleurs et même au contrôle des travailleurs. Pour l'instant, toutes ces tentatives sont minimes. Au contraire, je crois qu'ils sont trompeurs et qu'ils peuvent en fait saper les efforts sérieux de la classe ouvrière pour se libérer. Mais ils constituent aussi en partie une réponse pertinente car ils représentent une intuition et une compréhension solide que la coercition et l'oppression, qu'elles soient le fait du pouvoir économique privé ou de la bureaucratie étatique, ne font pas nécessairement partie de la vie humaine, loin de là. Plus le pouvoir et l'autorité sont concentrés, plus il y a de rébellions et plus d'efforts pour s'organiser pour les détruire. Tôt ou tard, ces efforts seront couronnés de succès. Je l'espère. Terminé. Sur la société anarchiste. Conversation avec Peter Gey. Noam Chomsky.